de l'opération Barkhane en marge d'un sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles. Le président français réunit ce soir plusieurs dirigeants africains et européens pour discuter de la présence militaire au Sahel et de la lutte contre le terrorisme. Le Mali et le Burkina Faso ne sont pas invités en raison des coups d'État. Alors comment en est-on arrivé là? Barkhane est-il un échec? Comment organiser un retrait du Mali et un redéploiement des forces militaires françaises et européennes? Quelle sécurité pour le Sahel? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Journaliste indépendant et essayiste, enseignant à Sciences Po, auteur de, ça c'est votre dernier livre, Tyran d'Afrique, et c'est chez Perrin. Également avec nous Cyril Payen. Cyril, bonsoir. Grand reporter à France 24 qui revient tout juste du Mali. Nous avons également avec nous par Skype de Bamako Nour Sarr, membre du Conseil national de transition et également président du parti Front africain pour le développement. Bonsoir à vous et bienvenue également. Bonsoir, madame. Pour cadrer le débat, Vincent Hugeux, je voudrais démarrer avec vous. À Pau, en 2020, Emmanuel Macron avait décidé de renforcer le dispositif militaire. 2 ans plus tard, la force Barkhane se retire du Mali. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est un peu chronique d'un échec français, comme le titre le journal Libération? Alors, on va se garder de toute lucidité rétrospective, ce serait trop commode, mais ce qui est vrai, c'est qu'on est quand même quelques-uns à décrire cette mission dès l'origine comme une mission impossible dont les forces françaises s'acquittent avec une certaine bravoure. Ce qui s'est passé depuis Pau, c'est qu'au fond, le scénario rose qui avait été esquissé à l'époque, celui d'une réduction de voilure graduelle du dispositif Barkhane, accompagné d'une focalisation sur ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, aux confins du Mali, Niger, Burkina Faso, eh bien, je dirais que ce bel ordonnancement, il a volé en éclats sous l'impact de différents phénomènes, dont, évidemment, le coup d'État au Mali, qui a modifié assez profondément les inconnus de l'équation. Alors, sur l'échec, à quelle aune juge-t-on de la réussite ou de l'échec d'une opération militaire? Les buts de guerre initiaux ont-ils été remplis ou pas? Si on s'imaginait qu'il était possible d'éradiquer en quelques années le fléau djihadiste, c'est qu'on se berçait d'illusions. Il s'agissait de le contenir, de le freiner. Ensuite, si c'est un échec, car oui, c'en est un, encore une fois, au regard des missions qu'on s'était assignées côté français, ça n'est pas que l'échec de la France. Et en tout cas, pas que l'échec de l'entité militaire. Ça peut être un échec en partie politique. Il y a eu des erreurs de stratégie diplomatique qui ont été commises. Et puis, il y a aussi un échec de la gouvernance malienne, qui d'abord n'a jamais assumé les conséquences des accords qui avaient été conclus, dits accords d'Alger entre les parties maliennes, et puis aussi qui n'avait jamais véritablement redéployé quelque chose qui ressemblait à une administration fonctionnelle sur le territoire. Et puis c'est aussi, et je termine là-dessus, à la marge, peut-être l'échec, ou en tout cas, je dirais, le retard à l'allumage de partenaires européens qu'on a eu beaucoup de mal à convaincre, et la France porte une part de responsabilité d'ailleurs là-dessus, que cet enjeu n'était pas une histoire post-coloniale franco-malienne ou franco-sahélienne, mais était un enjeu de sécurité globale. Général Jérôme Pellistrandi, vous êtes d'accord? Barkhane, c'est un échec? Alors, je pense que, comme l'a dit Vincent, la problématique n'est pas d'ordre militaire, elle est d'ordre politique. Il n'y a pas eu d'erreur militaire de commise? Rétrospectivement, on peut toujours estimer que telle ou telle action n'a pas été forcément pertinente. Mais la réalité, c'est la problématique d'ordre politique. Sur le plan militaire, nous avons obtenu un certain nombre de succès tactiques qui ont amené à réduire la menace. Elle s'est transformée, ce qui veut dire aussi qu'il faut transformer les modes d'action pour lutter contre cette menace, changer donc de dispositif. Et bien entendu, la problématique, elle est dans cette confrontation qui s'est installée après le coup d'État avec les autorités maliennes. Mais le fait d'avoir renforcé les troupes justement à Pau, est-ce que c'était une mauvaise décision? Est-ce que c'était une erreur? Non, c'était dans le contexte tactique, stratégique de l'époque, il fallait renforcer. Maintenant, toute la difficulté a été de pouvoir associer nos partenaires européens et nos partenaires africains, sachant que la méfiance, notamment entre les partenaires africains, a été un obstacle extrêmement complexe à surmonter. Donc oui, au final, la tâche était-elle possible? La question, elle est posée sur la table. On aurait dû se la poser avant?
C'est toujours difficile. C'est toujours difficile de regarder rétrospectivement. Mais bon, c'est intéressant. On va voir d'ailleurs ces images tournées par Cyril Payen qui est avec nous. Cyril, au Mali, la dernière fois que vous y étiez, c'est-à-dire la semaine dernière, ce sentiment anti-français qui est un sentiment majoritaire au Mali, alors qu'on se souvient qu'il y a 9 ans, eh bien, les forces françaises avaient été accueillies à bras ouverts. On regarde. Manifestement, Cyril, il reproche à la France, en tout cas, de ne pas avoir été efficace. Ces Maliens qu'on va voir dans un petit instant. Oui, effectivement, oui. Alors, la question, c'est de savoir aussi quelle proportion prend dans la population malienne ce sentiment. Et je précise que ce n'est pas encore un sentiment anti-français, c'est un sentiment anti-Barkhane, un épuisement face aux résultats de cette campagne extérieure anti-djihadiste, et puis un sentiment anti-politique française. Donc oui, on verra peut-être ces images, on est conspué, insulté, évidemment, mais ça ne reste que des mots. On va le regarder maintenant. C'est difficile de voir exactement la proportion des gens qui pensent ça. Cette nouvelle manifestation est organisée par le groupe Pierre Wolo, debout sur les remparts, le noyau dur des jeunesses nationalistes maliennes, et tourne rapidement à la diatribe anti-française. Cyril, donc pour eux, c'est un échec, Barkhane, pour ces Maliens dans la rue? Je crois que ceux-là, parce qu'encore une fois, c'est le noyau dur de gens qui sont lancés dans une course panafricaniste, souverainiste, très populiste et qui est largement instrumentalisée. Enfin, ça, on verra plus tard. Mais je crois qu'ils ont dépassé ce stade. Aujourd'hui, ils embrassent d'autres nations, ils embrassent d'autres causes. Et le but aujourd'hui de ce genre de manifestations, qui sont importantes, qui sont hebdomadaires, c'est que les Français, quels qu'ils soient, s'en aillent. Nouroum Sarr, Barkhane quitte le Mali, cette fois c'est sûr. Ça devrait être annoncé d'ailleurs demain. Quelle est votre réaction? Est-ce que finalement vous êtes satisfait du coup? Bon, il importe d'abord de placer l'opération Barkhane dans son contexte. Nous sommes en 2012, lorsqu'une horde djihadiste avançait vers le sud du Mali. Les autorités légitimes d'alors avaient sollicité les partenaires français pour un appui aérien. Résultat, le Mali a pu recouvrir une bonne partie de son territoire. Mais malheureusement, cette joie, cet enchantement n'a duré que quelque temps au regard du soutien des autorités françaises aux groupes armés dépourvus de toute légitimité. Ces groupes armés ont sanctuarisé la ville malienne de Kidal. C'est là-bas que se planifient tous les attentats. C'est là-bas qu'est organisées toutes les attaques. Et sous pratiquement la protection des forces françaises. Il est important également, Madame, se dire que lorsque Barkhane intervenait, Serval, ensuite Barkhane, la situation sécuritaire était dégradée dans le nord, mais pas au centre. Aujourd'hui, c'est pratiquement dans le sud, même si l'armée nationale est en train de mener des opérations pour neutraliser ces forces négatives. Dans notre culture, Madame, la reconnaissance extrême, c'est de donner le nom de son enfant à son bienfaiteur. Beaucoup d'enfants maliens s'appellent François Hollande. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce n'est pas pour rien. Mais aujourd'hui, est-ce que justement vous êtes satisfait du départ imminent de Barkhane? Bon, je ne parlerai pas de satisfait. Je ne dirai pas que je suis satisfait ou pas. Nous sommes face à un échec et les autorités légitimes du Mali, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas officiellement demandé le départ de quelques partenaires que ce soit en dehors des Danois. Peut-être pas officiellement, mais disons qu'on avait l'impression que la France était plus désirée au Mali. Bon, si le résultat attendu n'est pas au bout du compte le soir, eh bien, les gens se sont fortement interrogés, notre peuple s'est interrogé sur la présence de l'armée française au Mali, une des armées les plus modernes au monde, qui a laissé l'insécurité se généraliser sous ses yeux, qui a signé un accord que
les autorités actuelles ont demandé à revoir, un accord de défense que les autorités actuelles ont demandé à revoir légitimement. Satisfait, pas satisfait, je pense que la question n'est pas là. La question est de savoir qu'est-ce que nous avons pu faire au cours de ces 10 ans. Est-ce qu'en partant, la France laisse derrière elle une situation sécuritaire qui s'est améliorée ou qui s'est empirée? Est-ce que les opérations que la France a menées au Sahel ont permis de neutraliser ou d'affaiblir les groupes djihadistes? C'est là les questions que nous devons poser. En tout cas, effectivement, elle s'en va, cette force. Vincent Hugeux, est-ce que c'est un divorce aujourd'hui entre la France et le Mali? Oui, le divorce est consommé. Et d'ailleurs, au passage, je fais observer qu'au regard du droit international, il n'y a pas d'autorité légitime au Mali aujourd'hui. Il y a un pouvoir de fait qui est populaire, singulièrement à Bamako. Et ça me permet d'ouvrir une brève parenthèse, c'est-à-dire que ce sentiment, cette hostilité manifeste à la présence française est indéniablement palpable et amplement effectivement instrumentalisé par des acteurs locaux qui en ont fait leur fonds de commerce populiste et par des acteurs étrangers qui rêvent de s'engouffrer dans la brèche laissée par le départ de la France. Mais plus vous éloignez de Bamako, moins ce sentiment est palpable. Et moi, j'ai des contacts très réguliers avec des amis maliens dans la région de Gao, dans la région d'Ogon, autour de Bandiagara, qui me disent « tout ça va trop vite, ne partez pas si vite ». Nous, on se sentait plutôt en sécurité quand le dispositif Barkhane était pleinement en place. Donc ça, c'est la première observation. Sur le divorce, écoutez, c'est très simple. Il suffit de regarder et d'écouter le verbatim des interventions du Premier ministre de facto, donc Choguel Kokala Maïga, installé par les putschistes. Ça part de l'Assemblée générale de l'ONU à l'automne dernier avec l'abandon en plein vol de la France. Et ça va jusqu'à une intervention devant des ambassadeurs invités à la primature voilà quelques jours, où il suggère, il affirme, soyons clairs, que la France non seulement a été inefficace, mais qu'elle a été complice des groupes terroristes. Donc il y a eu demande de partir. Clairement, c'est ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur Wagner dans cette histoire, général Jérôme Pellistrandi? Ça a joué. Je voudrais quand même revenir sur les images que l'on a vues au début des manifestations. Quand on voit les panneaux et la haine anti-française, bon, moi je pense à nos près de 60 soldats qui sont morts là-bas, à tous nos blessés. Voir de telles images, c'est terrible parce qu'on y a consacré beaucoup d'énergie. On s'est dépensé pour le Mali. Le groupe Wagner pose effectivement un vrai problème. Il y a actuellement environ 1 millier de combattants de Wagner, et je le rappelle, qui se payent sur la bête malienne. Vous avez dit combien de... 1 millier. 1 millier. 1 millier. Et donc, dont la mission première est d'assurer la survie de la junte. Il ne s'agit pas de combattre et de réinstaurer une sécurité minimale. C'est protéger la junte. Donc, effectivement, à un moment donné, le divorce est consommé. Et c'était un peu la France ou la force Wagner. C'était le discours, en tout cas, officiel français il faut souligner depuis aussi, décembre. Il faut souligner aussi qu'il y a une longue tradition pro-russe, pro-soviétique, puis pro-russe au Mali. Donc il y a aussi une forme d'instrumentalisation, et dans le contexte géopolitique actuel, pour Moscou, c'est extrêmement intéressant de déstabiliser, bien sûr, la position française dans cette région Cyril, vous qui y étiez, vous avez vu, en fait, vous avez pratiquement palpé cette force Wagner. Je n'ai pas palpé, puisque justement, ça fait 3 fois que j'y vais en 2 mois. Et là, on voit, c'était le jour des forces armées du Mali à Kati, cette belle garnison où dort d'ailleurs le colonel Assimi Goïta. Et c'est vrai que les stars du moment, c'était l'attaché militaire russe, qui est un force spéciale. Il faisait des selfies avec la foule. Alors, qui était cette foule? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait un rapport de force qui était absolument flagrant, puisque la délégation française qui avait été invité au dernier moment, c'était une grande journée des forces armées, c'était un jour important, jour férié, faisait un peu un nez pointu et ne parlait pas. Il y avait l'ambassadeur de Chine qui parle parfaitement français, qui disait « nous allons, nous, essayer de régler la question politique au Mali ». Enfin, on voyait les nouvelles forces en présence, c'est ce que je veux dire. Sur la question de Wagner, et pour avoir travaillé en Centrafrique, on va peut-être vite en calquant les scénarii centrafricaines, c'est-à-dire comment les Français se sont fait déposséder, je dirais, de cette zone d'influence avec le Mali, puisque le Mali n'est pas la Centrafrique, c'est plus complexe. Et j'ajouterais même que je n'ai pas la preuve de nombre important de membres de Wagner, mais là aussi on est rentré des 2 camps dans une guerre informationnelle, et les Russes ont beaucoup d'avance sur nous sur ce point, les Français. Je veux dire par là que
il n'est pas nécessairement important pour le groupe Wagner d'être en grand nombre, puisque le fantasme, la symbolique autour de ces paramilitaires, je dirais, suffit à déclencher ce genre de manifestations, d'ailleurs qui sont alimentées aussi par les Russes, évidemment, comme en Centrafrique, mais il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir 1000 personnes qu'on va payer extrêmement cher, ce qui est le cas en Centrafrique, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Je pense qu'il y a beaucoup de coopération militaire russe sur le terrain, et l'amalgame suffit, et c'est là la force de Moscou, c'est-à-dire sans avoir nécessairement énormément de paramilitaires sur le terrain, eh bien, de faire avancer ses pions et de nous bouter dehors. Nouhoum Sarr, les mercenaires russes de Wagner peuvent-ils remplacer justement la France ? Mais avant, madame, permettez-moi de dire à M. Vincent que la légitimité de la transition politique au Mali n'est plus à démontrer. Le monde a pu s'en apercevoir le 14 janvier passé. Et sur la question du groupe, c'est scandaleux que des États qui disposent de capacités extraordinaires puissent continuer à entretenir ces rumeurs-là. Les autorités légitimes du Mali ont indiqué au monde qu'il n'y a pas de groupe Wagner, qu'il n'y a pas de groupe Wagner. C'est comme ça, une partie de la communauté internationale, en 2001, a indiqué que l'Irak disposait de la bombe atomique. Donc vous dites, pardonnez-moi Nouhoum Sarr, vous dites qu'il n'y a pas de milice, il n'y a pas de paramilitaires russes au Mali. Il n'y a pas de milice. Parce qu'on a vu un certain nombre de photos, Cyril Payen y était il n'y a pas longtemps, enfin franchement, et vous dites qu'il n'existe pas. Vous savez, il n'existe pas. Les autorités l'ont indiqué, l'ont communiqué. Et personne n'a pu démontrer, jusqu'à preuve du contraire, n'a pu avancer la moindre preuve irréfutable. Qu'on décline l'identité de ces militaires coopérants russes qui sont là, qu'on le fasse. Que ce soit la France, que ce soit l'Union européenne, disposent quand même de capacités pour décliner l'identité. Ils ont des services spéciaux assez en France, ils disent qu'elles existent, ces forces Wagner, qu'elles sont présentes au Mali. Ils disent qu'elles existent. En France, on a dit qu'il y avait la bombe atomique en Irak. On a fait la guerre. Non, en France, on n'a jamais dit ça. En France, on ne l'a pas dit. En France, justement, on ne s'est pas engagé auprès des Américains à l'époque. Conseil de sécurité. Les Américains ont dit qu'il y avait la bombe atomique en Irak. Et la communauté internationale les a suivis. Une partie, du moins, de la communauté internationale les a suivis. Mais pas la France. On s'est rendu compte plus tard. Ensuite, quand le général évoque... Mais on s'éloigne un petit peu du sujet, Nouhoum Sarr. C'était juste, voilà, c'était Wagner, pour vous, donc ne concurrence pas la France en se retirant... il n'y a pas de Wagner pour qu'elle concurrence la France. Il y a des coopérants militaires russes, comme il y a des coopérants espagnols, il y a des coopérants allemands, il y a des coopérants français, jusqu'à l'heure où nous sommes, parce que Barkhane n'est pas encore parti. C'est la même chose, le Mali a acheté des armes avec les Russes. C'est normal qu'on nous apprenne à entretenir, à faire la maintenance. Et quand le général évoque la junte, il n'y a pas de junte. Il faut que les gens... Il n'y a pas de junte, il y a des autorités légitimes, il y a une transition qui a été réclamée par le peuple. Des centaines de milliers de personnes sont sorties, ont demandé le départ de l'ancien régime. Voilà, mais la communauté internationale parle de coup d'État, et d'ailleurs, le Mali n'est pas invité au sommet de Bruxelles et le Burkina Faso non plus. De son appréciation. On va avancer un petit peu dans le débat. Pardonnez-moi, je voudrais justement écouter la réaction de Alassane Ouattara, le président ivoirien. C'était il y a quelques minutes. On l'écoute. Nous considérons que la lutte contre le terrorisme est quelque chose d'essentiel pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger et pour les pays côtiers. Donc le départ de Barkhane et de Takuba crée un vide. Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense, nous serons obligés d'accroître la protection de nos frontières, nous serons obligés d'acheter des armes, d'avoir une plus grande professionnalisation, mais c'est notre devoir aussi. Les armées nationales doivent régler les problèmes sur nos territoires nationaux. Et c'est cela notre philosophie, et nous ferons en sorte que cela soit. Entretien exclusif pour France 24 et pour RFI. On sent tout de même qu'il regrette un peu ce départ, Alassane Ouattara, des troupes françaises, Vincent Hugeux. Il a quelques raisons d'en redouter les conséquences. On sait très bien que l'enjeu stratégique pour les forces djihadistes, c'est précisément cette poussée vers le flanc sud, vers les zones côtières. Et on l'a vu d'ailleurs cruellement au Bénin, voilà peu. Il y a des États qui sont infiniment vulnérables. J'évoque le Bénin, mais des pays comme le Togo, le Ghana,
et voir le Sénégal de Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, se sentent également vulnérables. La Côte d'Ivoire également ? Pardon ? La Côte d'Ivoire également, du coup. Oui, bien sûr, puisque la Côte d'Ivoire, on sait qu'au nord de la Côte d'Ivoire, vous avez des cellules réputées dormantes jusqu'à maintenant, mais qui apparemment se sont brutalement réveillées, qui ont agi dans les zones frontalières. Un petit mot quand même sur Wagner. Il faudrait que notre ami malien informe de ce qu'il sait Vladimir Poutine lui-même, qui récemment avait plus que suggéré qu'il y avait effectivement la présence d'éléments paramilitaires sur le sol malien. Je ferme la parenthèse. Si vous voulez, le péril tel qu'il est perçu par Alassane Ouattara, tel qu'il est également perçu par Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, toutes les autorités qui vont se trouver à Paris puis à Bruxelles à partir de ce soir, il est devenu non pas un fantasme ou une hypothèse, il est devenu une réalité. J'observe enfin un dernier point, et je m'arrête là-dessus, c'est que n'oublions pas que le Mali, tout légitime que soient ces autorités de fait, a été suspendu des instances de l'Union africaine, conformément à sa charte, et frappé par des sanctions que l'on peut percevoir à Bamako comme injustes, mais des sanctions par la CEDEAO. Alors je connais le discours, la CEDEAO c'est la marionnette de la France, on se calme. Ce qui est vrai, et là pour être tout à fait équanime, c'est que quand on entend Alassane Ouattara, on a envie de lui rappeler que lui, pilier de la CEDEAO, a pris quelques libertés avec l'esprit de sa constitution pour briguer un troisième mandat. Et puis le Tchad est représenté. Et le Tchad est représenté, et là il y a un deux poids deux mesures qui laisse un peu perplexe. Vous avez raison de le souligner. Un mot, s'il vous plaît, Général Jérôme Pellistrandi, justement sur ce déploiement de la France. Manifestement, c'est le Niger qui va devenir l'allié privilégié de la France. Est-ce qu'effectivement, ça va être une sorte de... C'est déjà un peu une sorte de hub, me semble-t-il, de hub militaire de la région. Est-ce que ce hub va être renforcé ? Oui, comme vous l'avez souligné. Alors déjà, il faut rappeler qu'il y a à peine, il y a plus que 2200 soldats français au Mali. Donc déjà, l'empreinte a été réduite. Nous avons rendu 3 bases aux autorités, aux forces armées maliennes, et dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'ils ont pu récupérer les installations que nous avions construites, et donc ça leur permet d'avoir des points d'appui. Et donc nous allons à la fois effectivement diminuer notre empreinte au Mali, mais contribuer notamment à partir de Niamey au Niger, mais aussi avec nos partenaires africains. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça va être l'objet de discussions pour aider nos partenaires africains. On le voit, un certain nombre d'actions locales et qui vont permettre notamment la montée en puissance de ces armées. On l'a vu... C'était déjà le projet initial. Oui, mais on va l'accélérer en quelque sorte parce que... C'est faisable de l'accélérer alors qu'on n'a pas réussi justement à le mettre en place. Oui, parce que d'une part, on a quand même... on s'appuie plus au sud sur des armées qui sont... plus sérieuses, qui ont eu le temps de se construire et qui demandent cette aide. Par exemple, on a un centre de lutte antiterroriste qui a été monté récemment en Côte d'Ivoire et qui est particulièrement utile. L'objectif, c'est que ce soit, et comme le disait le président Ouattara, que ce soit les nations africaines qui assument leur sécurité. Nous allons les aider, mais c'est à elles d'assurer leur sécurité. Cyril, alors justement, cette nouvelle base, ce retrait à Niamey, est-ce que Niamey devient l'allié privilégié ? Est-ce que le Niger reste stable, va rester stable, continuer à désirer la France ? C'est difficile d'avoir un meilleur allié qui peut être le Niger, puisque effectivement, il n'y a pas grand monde en fait aujourd'hui qui soit stable. Donc c'est un pari sur l'avenir. Il n'y a pas beaucoup le choix, mais on sait, et c'est un secret de polichinelle, que les relations ne sont pas parfaites entre la France et le Niger aujourd'hui. Sur la question de l'état-major, il y a des frictions sur le transfert de la base opérationnelle, de commandement de N'Djamena au Tchad, qui est prévu depuis longtemps, qui devait donc progressivement se déplacer vers Niamey. Ça ne se passe pas aussi bien, puisqu'on nous dit aujourd'hui que ça sera mixte. Il y a une part qui va rester à N'Djamena au Tchad et une part qui va aller à Niamey. Ce n'est pas le scénario idéal. Et d'ailleurs, on le voit avec les réactions des Nigériens, qui sont un peu sur des œufs avec leur propre opinion publique et qui n'accepte pas pour l'instant, parce que ça se négocie sans doute ce soir, que la force Takuba, ou ce qui va en rester, c'est-à-dire la force spéciale européenne, soit transférée dans son commandement ou certains de ses effectifs au Niger. Donc c'est un jeu dangereux au sein duquel est la France positionnée et l'engagement européen aussi. Vincent. J'ai discuté très récemment en tête-à-tête avec un très proche du président Mohamed Bazoum qui m'a redit la disponibilité du Niger à accueillir
non pas un transfert, puisqu'il ne s'agit pas de ça, mais en tout cas quelque chose qui peut ressembler à un QG délocalisé de Takuba. Cela dit, Paris, oui, Paris risqué, et notamment en termes d'opinion domestique, d'opinion nationale. N'oublions pas ce qui s'est passé à Terra. Lorsque ce qu'on appelle le convoi maudit, qui avait été bloqué d'abord au Burkina Faso, a ensuite eu à se heurter à une manifestation extrêmement vigoureuse, et il y a eu 3 morts. Et vraisemblablement, donc il pourrait y avoir le même phénomène non, ce que je veux dire, c'est que l'assise politique du président Bazoum, qui apparaît aujourd'hui à l'évidence comme le meilleur allié de Paris, vous allez me dire faute de combattants, mais c'est un fait. Les relations entre Niamey et Bamako sont exécrables, puisque dans l'entourage du président Bazoum, on considère que le mal vient du Mali, qui n'a en fait pas su éradiquer le phénomène djihadiste sur son sol. Le risque, il est politique. Mohamed Bazoum a été très contesté. Et d'ailleurs, Terra, moi j'ai toujours été sidéré que le convoi, ce qu'on appelait la voie royale, passe par Terra, alors qu'il suffit de connaître un tout petit peu la géopolitique locale pour savoir que Terra est un bastion de l'opposition. De gens qui vont jusqu'à contester parfois la nigérianité du président Bazoum et à contester les résultats de l'élection présidentielle. Donc le Niger prend un véritable risque. Mais simplement, les autorités locales estiment qu'il n'y a pas d'autre voie que celle-là. On va écouter Mohamed Bazoum, d'ailleurs. C'était en novembre dernier à Niamey. Nous sommes dans une relation normale avec la France. De tous les pays qui sont engagés à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, la France est le pays qui consent le plus de sacrifices. Noum Sarr, que pensez-vous alors du redéploiement justement de Barkhane, des forces militaires françaises vers Niamey, vers le Niger? Bon, c'est une question de souveraineté française. C'est aux Français de décider où ils vont déployer Barkhane. Et c'est aux Nigériens, aux responsables nigériens de les accueillir. En tout cas, pour ce qui nous concerne, comme l'a indiqué le général, la sécurité des nations africaines doit être prise en charge par les Africains. Le Mali s'y est mis. Nous avons des forces de défense qui remontent en puissance et qui aujourd'hui sont en opération sur l'ensemble du territoire pour ramener la sécurité. Vous avez dû vous rendre compte que la situation sécuritaire s'améliore de jour en jour. On est loin des bases militaires détruites, on est loin des villages décimés. Mais ce qu'il faudrait comprendre et admettre, que les peuples africains, la nouvelle génération d'hommes politiques, de femmes politiques africaines qui n'ont pas connu la colonisation, qui sont décomplexés, qui sont Facebook, WhatsApp et qui ont un contact avec le numérique, ne resteront pas en marge des enjeux qui sont dans leur pays. Le président nigérien, qui est malheureusement dans une posture d'hostilité vis-à-vis du pays frère, le Mali, doit tout faire, doit revoir sa position, parce que nous sommes convaincus que les Nigériens accepteront d'emprunter le chemin de l'aventure. Donc vous pensez pardonnez-moi, pouvoir poursuivre la lutte contre les terroristes sans la France, sans les Européens? Bon, madame, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons besoin de tous les partenaires, nous l'avons dit, le chef d'État l'a indiqué, les autorités l'ont indiqué, mais que ce partenariat se fasse conformément à l'agenda du Mali, mais pas à l'agenda d'autres forces, d'autres puissances, qui, dans un passé récent, n'ont pas caché leur soutien aux groupes armés dépourvus de toute légitimité. Et c'est de notre devoir, c'est de notre responsabilité. Nous avons des autorités légitimes et responsables qui ont décidé de prendre à bras le corps notre situation sécuritaire, et personne ne défendra le territoire national à notre place. Vincent Hugeux, à quoi fait-il référence lorsqu'il justement... Bien, sans doute ce qui constitue une erreur politique plus qu'opérationnelle, qui remonte à 2013, lorsque effectivement les forces françaises font obstacle à l'entrée dans Kidal des forces armées maliennes, les FAMA. À l'époque, je m'en souviens, j'étais dans les parages, les Français considéraient qu'il y avait un vrai risque de dérapage et de combats extrêmement meurtriers entre les forces touarego-djihadistes, en quelque sorte, et les FAMA. Et d'ailleurs, je me souviens aussi d'un épisode ultérieur dans lequel un Premier ministre du Mali, Moussa Mara, pour le citer, avait tenté en vain d'entrer dans une de ces villes du Nord, et tout ça s'était terminé dans la confusion et la débâcle. Donc je pense que cette idée
qu'il y a pu y avoir une erreur d'approche. Moi, j'y souscris bien volontiers. L'idée qui vient immédiatement et qui est colportée notamment par pas mal de réseaux téléguidés sur laquelle la France aurait été complice active de l'essor du djihadisme, c'est franchement grotesque. Évidemment non. Je me souviens de ces vidéos où on présentait la livraison de 2 roues made in China à des djihadistes. Et en réalité, quand on regardait de près l'origine des images, c'était tout le contraire. Donc, je veux dire, méfions-nous aussi du simplisme populiste qui consiste à donner de la réalité, une image distordue pour servir un discours politique. Général Jérôme Pellistrandi, alors il va falloir tout de même avoir la coopération, j'imagine, des Maliens. Combien de temps ça va prendre concrètement que de se retirer du Mali? 9 mois, 8 mois, 6 mois? Environ entre 4 et 6 mois. Entre 4 et 6 mois. L'objectif est de faire ça en bon ordre. C'est-à-dire que, comme nous l'avons fait avec les garnisons du Nord, que nous avons rétrocédé donc au FAMA et à la MINUSMA, il s'agit effectivement de le faire progressivement. Je rappelle que nous avons livré pour 23 millions d'euros de matériel militaire aux forces armées maliennes. Donc nous avons continué, nous continuons encore aujourd'hui à traquer et à travailler ensemble. Donc cela va se faire progressivement. Il y aura encore des forces de formation, des forces militaires. Mieux que ça, il y a un immense paradoxe. Début février, vous avez une opération conjointe Barkhane-Fama qui conduit à la neutralisation, en clair à la liquidation de 30 à 40 djihadistes. Exactement. Immense paradoxe. Donc on ne se retire pas tout à fait. Donc on voit bien effectivement... Retrait relatif? Il y aura effectivement un retrait qui va être organisé, mais l'objectif c'est de poursuivre cette lutte contre le terrorisme avec d'autres modalités et en particulier en privilégiant d'autres instruments que sont l'emploi des forces spéciales et puis tout ce qui est aérien au profit des forces armées des pays. C'est ça ce qui est important. Donc il y a vraiment un changement de stratégie là tout de même. Changement de stratégie et pour avoir quelque chose qui réponde aux nouveaux besoins et à l'évolution de la menace. Cyril, quid de justement... Forcé, je vais quand même ajouter que ça fait partie du redimensionnement qui avait été demandé sans doute trop tard par Emmanuel Macron le 10 juin dernier, puisque l'état-major le disait depuis très longtemps, il fallait changer de paradigme, mais on est bien sûr dans ce processus qui était prévu, mais forcé, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite qu'on l'entendait. On a lancé une guerre, on ne sait pas la terminer, et ça, il y a quand même de l'amertume de la part de l'état-major, et c'est en ça, et surtout des soldats qui sont à pied d'œuvre, mais c'est en ça que ce n'est pas nécessairement un échec militaire, et c'est peut-être ça qu'on retiendra, mais alors là, un grand échec diplomatique et politique, et peut-être sur le fait d'avoir trop tardé à écouter l'état-major qui voulait sortir, ou au moins changer. Mais le problème, c'est que c'est sans doute un piège, et l'histoire le dira aussi, parce que c'est un retrait forcé. Là, l'évacuation de Gao, de Gossi ou de Ménaka, ça va se faire à vitesse grand V. Ça, c'était pas prévu. Je pense que les éléments vitesse du président... grand V, est-ce que ça augmente des risques? Est-ce que... Alors, oui, dans les modalités, parce qu'il va falloir évacuer un certain nombre de matériel par voie routière, c'est-à-dire qu'on risque de retomber dans ce que l'on a connu avec des convois d'approvisionnement. Donc là, ça sera dans le sens nord-sud. Et donc, il y a un risque et avec le fait que les groupes armés terroristes vont vouloir surenchérir. Donc, c'est une opération qui est complexe et que nous préparons, mais dans un environnement qui est effectivement difficile. N'oublions pas la MINUSMA. Justement, la MINUSMA, 15 000 hommes. Reste présente, va également être évacuée. L'une des opérations les plus amples au monde et la plus coûteuse humainement, environ 150 casques bleus de la MINUSMA tués depuis 2013 dans des actions dites hostiles, et surtout une MINUSMA extrêmement dépendante, puisqu'il s'agit d'une mission de maintien de la paix, rappelons-le, dépendante de Barkhane et de Takuba pour sa couverture aérienne, pour sa protection et pour pouvoir conduire, plus ou moins bien d'ailleurs, ses missions. Que devient la MINUSMA demain si, par exemple, les contingents allemands, 1100 hommes, et tout dépendra d'un débat au Bundestag au mois de mai prochain, ou bien le contingent britannique se retire parce qu'il considère que les conditions sécuritaires ne sont plus réunis pour agir. C'est ce qui va se passer, Vincent, ou pas? On estime que 10% des effectifs de la MINUSMA, donc nommément les Européens, vont disparaître évidemment dans les prochains mois. Ça va faire partie des contingents qui partiront. Noam Sarr, est-ce que ça vous inquiète tout de même ce retrait précipité, on le voit accéléré de Barkhane, parce qu'effectivement, concrètement, il y a peut-être plus de risques, des risques également de combat avec des djihadistes, de guet-apens? Madame, c'est de leur responsabilité. Oui, mais ça se passe chez vous. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Mais vous savez, nous ne pouvons pas contraindre.
des gens qui veulent partir. Les autorités légitimes du Mali n'ont jusqu'à présent pas envoyé de correspondance officielle à qui que ce soit pour partir. Sauf pour évincer l'ambassadeur, cher ami. Bon, oui. Vous savez, lorsque le ministre français des Affaires étrangères a indiqué à la face du monde que nous étions des autorités illégitimes et irresponsables, nous n'avons pas déclaré l'ambassadeur persona non grata. Nous l'avons juste dit d'aller se reposer à Paris en attendant. Ce qui veut dire la même chose, hein, pardonnez-moi. En attendant que les autorités françaises puissent se rendre compte que nous sommes légitimes. Le moment où ils vont se rendre compte que nous sommes légitimes, l'ambassadeur pourra calmement revenir. Vous ne pouvez pas continuer à garder un ambassadeur dans un pays dont vous ne reconnaissez pas la légitimité des autorités. Ce n'est qu'une question de principe. On voit que le bras de fer continue. Les ambassadeurs ouest-africains sont-ils toujours à Bamako, monsieur ? Ils sont là. Nous avons appliqué des mesures de réciprocité. Il y a un dialogue qui a été engagé. Il y a 2 groupes de travail qui ont été mis en place et vraisemblablement les choses avancent de ce point de vue-là. Vous avez évoqué les sanctions de la CEDEAO, les sanctions de l'Union africaine. Ces organisations sont en train de perdre leur crédibilité aux yeux des peuples africains parce qu'ils sont sortis du cadre des organisations des peuples, comme l'est indiqué dans notre hymne national, mais ils sont devenus des organisations à la solde de chefs d'État. Vous-même, vous avez rappelé le cas ivoirien où on fait un forcing. Le cas guinéen, malheureusement, il y a eu un coup de force là-bas. Donc, c'est important que ces organisations soient revues. Pour ce qui nous concerne, nous ferons revoir ces organisations. Il nous reste 3 minutes pour faire un petit tour de table tout de même sur la sécurité de notre nation. Sur ce qui se passera demain, ce sommet. Un mot, Vincent, de conclusion demain. Donc, ce sommet Union africaine et Union européenne, hein, puisqu'on a vu d'ailleurs qu'Alassane Ouattara y était déjà. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Donc, il y aura effectivement cette annonce du retrait de Barkhane et en dehors de cela ? Selon toute vraisemblance, on va entériner ce qui a d'ailleurs été annoncé de manière perlée depuis plusieurs jours maintenant, c'est-à-dire effectivement un retrait du Mali, mais le refrain récurrent sera toujours le même. Quitter le Mali, ça n'est pas quitter le Sahel, et d'une certaine manière, c'est cette fameuse formule inusable, en variante subsaharienne, partir pour mieux rester ou partir pour rester mieux. Cyril ? Il va y avoir aussi le fait qu'on peut penser, prédire que le président français va éviter d'en faire une affaire bilatérale, Bamako-Paris. Il s'efforce beaucoup à ça, et je pense que c'est au menu du dîner ce soir, et donc de parler en européen, en européen partenaire des Africains, d'une seule voix avec l'ensemble de la communauté internationale, pour condamner ces généraux qui ne rendent pas le pouvoir. Mais c'est vraiment de ne pas en faire une affaire entre Paris et Bamako. Je crois que c'est ça aussi qui est très important dans la parole présidentielle demain. Il peut y parvenir, général Jérôme Pellistrandi. Il va falloir poursuivre le dialogue avec nos partenaires africains, nos partenaires européens, parce que la sécurité globale de la région est en jeu, et donc c'est une nécessité absolue, mais d'agir sur tout le spectre, pas uniquement militaire, mais aussi politique, économique, l'éducation. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais un dernier mot tout de même sur ce 2 poids 2 mesures, Vincent Hugeux. Effectivement, le Tchad est présent. Enfin, il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas tous démocratiques, qui sont présents, alors que le Burkina Faso, bien sûr, et le Mali n'y sont pas pour ces raisons politiques. Quelle question me posent mes interlocuteurs africains, maliens, ivoiriens, soudanais, tout ce que vous voulez. Ils me disent, où est le vrai Macron ? Est-ce que c'est celui qui décide de la restitution des biens pillés pendant l'ère coloniale, celui qui déverrouille le discours et la vulgate officielle sur le Rwanda de la Mitterrandie, ou est-ce que c'est celui qui se précipite à N'Djamena, seul chef d'État occidental dans le genre, pour adouber ce qui reste une succession dynastique, donc plus un coup de caserne qu'un coup d'État, mais donc je veux dire, bien sûr, et ça brouille considérablement le message français auprès des jeunesses africaines, j'en suis témoin. Ça brouille également peut-être ce sommet demain. Peut-on se passer de l'armée tchadienne, donc on connaît les qualités, c'est aussi ça le problème. Hein. C'est aussi ça le problème, vous pensez ? Il y a beaucoup de travail, et n'oublions pas tous nos soldats morts sur le théâtre et nos blessés qui se sont sacrifiés pour assurer la sécurité de cette région. Merci d'avoir été avec nous, Noum Sarr. Merci d'avoir été avec nous en direct du Mali. Merci Vincent Hugeux. Merci beaucoup, général Jérôme Pellistrandi. Merci Cyril Payen. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.